Dans cette seconde vidéo du chapitre de biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, nous allons traiter des facteurs optimisant la biodiversité ou au contraire des facteurs qui la défavorisent. Donc ce qui favorise la biodiversité, il faut s'imaginer ici qu'on est plutôt sur la structure du paysage, vue du ciel, voilà, avec plutôt une vue aérienne. Et donc on va traiter différents points. Donc déjà dans un premier temps, la diversité spatiale. Donc là, ici, sur la première partie que vous avez à gauche, ici, on a voilà juste deux écosystèmes dans le milieu. Ça, c'est pas très favorable. Par contre, ce qui va être beaucoup plus, c'est d'avoir une certaine diversité, voilà, des écosystèmes dans le milieu. Là, vous avez une diversité spatiale où vous avez 4 unités écologiques différentes contre là où on en avait juste 2. Ensuite, le deuxième point qui va favoriser la biodiversité, c'est l'hétérogénéité. Donc là, ici, on a voilà, juste deux parties, c'est-à-dire que notre territoire ici est séparé uniquement en deux. D'accord? Donc j'ai peu d'hétérogénéité. Par contre, ici, dans ce cas de figure, même si j'ai toujours que 2 unités écologiques, par contre, celles-ci se répètent. Voilà. Et lorsque je vais faire par exemple un transect, si par exemple je fais un transect comme ça, je vais trouver l'unité 1, l'unité 2, l'unité 1, l'unité 2, l'unité 1. Donc je vais avoir une certaine hétérogénéité. Ensuite, troisième point, c'est la complexité du paysage. Est-ce que j'ai voilà, des séparations entre les unités qui sont très rectilignes ou est-ce qu'au contraire, j'ai une certaine sinuosité? Voilà. Alors vous doutez bien que par exemple, entre cet élément-là, où j'ai une ligne droite ici, un chemin très court, je vais avoir très peu de lisière, avoir très peu d'écotones. Je vous rappelle que l'écotone, c'est la séparation entre deux écosystèmes, c'est la lisière. Et c'est ce qui va entraîner le plus de biodiversité, parce que vous allez avoir les espèces qui viennent d'un écosystème et celles qui viennent de l'autre écosystème, plus toutes celles qui sont en transit, notamment des espèces animales. Et donc là, en augmentant la sinuosité, je vais encore une fois favoriser les échanges. Et donc de ce fait, ça va favoriser ma biodiversité. Ensuite, on a ce qu'on appelle la contiguïté. Alors qu'est-ce que c'est que la contiguïté? Donc là, j'ai 2 unités. Voilà, je ne peux pas avoir des espèces qui vont partout sur l'écosystème. Celles qui vont aller rester ici, voilà, peut-être qu'elles iront dans celui d'à côté, mais en tout cas, elles vont être cantonnées à cette partie-là. Et celles d'à côté aussi. Par contre, ici, pour par exemple l'écosystème vert, alors c'est la forêt, je vais avoir une possibilité d'explorer presque tout le territoire, puisque j'ai un passage, c'est continu entre les unités écologiques. D'accord? Le dernier élément, c'est la connectivité. Donc imaginez, vous avez ce type voilà, de territoire. Donc là, j'ai 2 unités écologiques. Et vous voyez que je n'ai aucun passage d'un à l'autre. J'ai une contiguïté qui est égale à 0. Eh bien, je peux quand même connecter les différents éléments. Alors, ils ne seront pas contigus, mais ils seront connectés en ajoutant un troisième élément, qui sont par exemple des haies, et qui vont permettre le passage d'une unité à l'autre, voire de deux mêmes unités, mais séparées par une autre unité. En ce qui concerne la perturbation de la biodiversité, alors il y a plusieurs éléments. Le premier, ce sont les perturbations naturelles, c'est-à-dire l'homme n'y est pour rien. Alors, c'est-à-dire que pour les éléments climatiques, il n'y est peut-être pas pour rien, mais ça c'est encore un autre débat, enfin un autre sujet, pardon. Vous avez les incendies qui peuvent perturber complètement, puisqu'ils vont éliminer certaines espèces, et au contraire en favoriser d'autres d'ailleurs qui sont plus costauds et qui savent résister à un incendie. On a également tous les incidents climatiques, tornades, grêles, etc. On a les inondations et on pense aux rivières qui débordent, mais pas que. Il faut également imaginer à la mer, aux océans, qui peuvent en gros gagner sur les terres, notamment lors de grandes marées. Et là, c'est encore plus perturbant pour les écosystèmes parce que ça amène de l'eau qui est salée. Donc là, c'est encore pire. Et puis, vous avez aussi des éléments assez on va dire assez radicaux, comme les coulées de lave, où là, en gros, vous rajoutez une couche de roche
hein, sur un écosystème. Donc en fait, voilà, vous supprimez vraiment toute la biodiversité. Par contre, évidemment, celle-ci sera obligée de recoloniser le milieu. D'ailleurs, ce sera le cas dans toutes ces perturbations naturelles. Il y aura forcément une recolonisation du milieu. Et puis, on a toutes les perturbations anthropiques, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'homme. Alors, à savoir, vous avez l'urbanisation. Alors, celui-ci, c'est celui qui fait le plus de dégâts parce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez forcément réduire les territoires, donc vous allez supprimer des unités écologiques. Vous avez également l'uniformisation des milieux. Hein. Par exemple, vous avez différents milieux, on décide de faire un champ à la place, et voilà, vous n'avez plus qu'une seule unité écologique qui est l'agrosystème. Et puis vous avez également l'éradication d'une ou de plusieurs espèces. Alors ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être soit parce qu'elles ont un intérêt économique, hein, ou au contraire que ce sont des nuisibles, et dans ce cas-là, on les supprime. Alors le souci étant que, on l'a vu dans la vidéo précédente, les espèces sont liées entre elles, et de ce fait, quand on supprime une espèce, sauf si on a un réseau qui est très complexe, un réseau trophique qui est très complexe, mais il y a toujours une conséquence. Enfin, pareil, lorsqu'on a une introduction d'espèces, là, ça peut être aussi problématique parce que vous bouleversez un certain équilibre qui existe au sein du réseau trophique. Il existe des moyens de mesurer cette biodiversité. Alors, le premier, c'est la richesse spécifique. Alors cette richesse spécifique, c'est le nombre de taxons, c'est-à-dire de groupes différents qu'on va rencontrer dans le milieu, dans le prélèvement qu'on a fait. Alors ça peut être des espèces, mais parfois il est compliqué de déterminer des individus à l'espèce. Donc des fois on peut se contenter de faire une espèce de richesse spécifique, alors c'est pas vraiment spécifique, mais sur les familles. Vous avez également la connectance, donc c'est le nombre de liens interspécifiques dans le réseau trophique rapporté au nombre maximum de liens possibles. Cela atteste de la complexité du réseau et surtout de sa stabilité, puisqu'on a vu que lorsqu'on avait un vrai réseau trophique avec beaucoup de liens entre les différentes espèces, on évitait des problèmes de pullulation, mais également de disette alimentaire. Et bien là, justement, vous allez voir si votre écosystème il a cette complexité qui va lui être favorable. Alors, cette connectance, voilà, la formule pour le calcul, c'est nombre de liens sur S, c'est-à-dire la richesse spécifique, fois S-1. Je donne un exemple. Donc, un réseau trophique, vous avez 10 espèces différentes et 15 interactions. Eh bien, vous faites 15, nombre de liens, sur 10, richesse spécifique, fois 9, c'est-à-dire richesse spécifique moins 1. Et là, par exemple, ça va vous donner 0,17. Alors, cette connectance, elle s'étend de 0 à 1. Voilà, 1 étant qu'on a tous les liens possibles. Alors, ce qui n'arrive jamais. Mais en gros, plus vous allez vers 0, moins votre écosystème est complexe, plus vous allez vers 1, plus il est complexe. Enfin, un autre indice qui existe, alors vous en avez plusieurs qui existent, des indices. Ici, c'est celui de Shannon, qui a été choisi, alors qui n'est pas à connaître par cœur parce qu'il n'est pas au programme, mais je le trouve intéressant parce que quand il s'agit de mesurer de la biodiversité, il y a plusieurs choses auxquelles on s'attache. C'est-à-dire que là, par exemple, cet indice vous permet de tenir compte de la richesse spécifique, mais également de la répartition des effectifs. Alors la formule est la suivante. Donc faut mettre un signe moins devant. Et c'est la somme de PI, ln de PI. Alors, qu'est-ce que c'est que PI? PI, c'est NI sur grand N. NI, c'est le nombre d'individus d'un taxon ou d'une espèce, divisé par le nombre total d'individus dans l'échantillon. Et donc, en fait, vous utilisez donc PI, ln de PI, pardon, et vous faites la somme de tous, en mettant un signe moins devant, parce que le problème c'est que la fonction ln va vous donner un résultat qui est négatif, pour quelque chose inférieur à 1. Et donc, de ce fait, ça va vous donner un chiffre qui, lui aussi, plus il va être élevé, plus il va attester d'une certaine biodiversité. Attention, c'est un chiffre qui s'élève jamais beaucoup. Mais voilà, en tout cas, sachez que plus il est proche de 0, plus il va attester d'une biodiversité qui va être faible. Alors, qu'est-ce qu'une biodiversité faible? Eh bien, c'est peu d'espèces et surtout une mauvaise répartition des effectifs, c'est-à-dire une espèce qui domine
et les autres qui sont vraiment à la marge en termes d'effectifs. Le contraire d'une bonne biodiversité, c'est beaucoup d'espèces et avec des effectifs à peu près homogènes dans chaque espèce. Alors, pas dit qu'ils étaient tous à égalité en termes de nombre, parce qu'il faut se rappeler qu'évidemment, ça dépend de la taille des individus. Je vous donne un exemple, ne considérez pas que 2 éléphants et 2 fourmis, c'est équivalent. Voilà, il serait plutôt normal de trouver 1 millier de fourmis pour un éléphant. Même, voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc voilà, mais en tout cas avec une répartition qui ne montre pas une espèce dominante et une seule. Donc voilà pour ces moyens de mesurer cette biodiversité spécifique. Il est temps de faire le bilan. Donc le bilan de ce qui est positif pour la biodiversité et de ce qui est négatif pour la biodiversité. Donc on va s'attacher à traiter de l'agrosystème, mais également de l'écosystème. Donc au niveau des agrosystèmes, et je vous rappelle qu'un agrosystème est un écosystème dans lequel on exporte de la matière organique, donc il faut imaginer plutôt un champ ou une forêt dont on exporte et on utilise le bois. Donc évidemment, il faut une diversité spatiale importante, je ne reviens pas sur ce que c'est, une hétérogénéité, une complexité importante, et voilà, une connectivité des corridors. C'est-à-dire que on peut rajouter justement ces corridors. Alors dans l'agrosystème, et plus précisément dans les cultures, on va pouvoir avoir comme corridor des haies, par exemple. Mais ce ne sont pas les seuls dispositifs qui existent. Tous ces dispositifs sont regroupés sous le terme d'agroécologie, c'est-à-dire l'utilisation des services écosystémiques rendus par les écosystèmes, par les agrosystèmes pour les cultures. Et ça, on le traitera plus précisément dans la partie écosystème et services écosystémiques rendus. Qu'est-ce qui est négatif pour cette biodiversité? Une uniformité spatiale, on imagine des parcelles très grandes et surtout avec un peu tout le temps la même culture, mais également une homogénéité, donc voilà, des grandes parcelles et pas des petites un petit peu diversifiées. Des corridors qui sont non connectés ou absents. C'est ce qui s'est passé quand on s'est bien arraché toutes les haies pour faciliter évidemment le travail dans les champs, mais aussi parce qu'il y avait le remembrement et on a fait des parcelles beaucoup plus grandes. Donc ça évidemment, faut éviter. Et puis dernier point, c'est la gestion des bioagresseurs, c'est-à-dire des organismes qui vont être néfastes pour les cultures, qui n'est pas raisonné. C'est le tout chimique. Et quand on utilise le tout chimique sans regarder à quel moment, pourquoi on traite, à ce moment-là, il faut imaginer que le tout chimique ne fait pas la distinction entre un bioagresseur et l'auxiliaire qui pourrait éventuellement nous en débarrasser. Donc en soi, c'est complètement négatif pour la biodiversité. Au niveau des écosystèmes maintenant, eux n'ont pas besoin d'être aménagés, puisqu'ils existent naturellement et leur développement et évolution est naturel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les protéger, c'est-à-dire éviter toute intervention humaine, ou en tout cas le moins possible. Et puis, il y a des points de biodiversité dans le monde, ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds de la biodiversité, qu'il faut en particulier protéger parce que on a la majeure partie de la biodiversité de notre planète qui existe dans ces hotspots. Ce qui ne veut pas dire que dans les autres endroits, on ne doit pas prendre soin de notre biodiversité, évidemment. Sachez que la plupart de nos oiseaux, même très communs, ont disparu. Et ça, c'est pas un bon message et un bon signal pour la biodiversité. Qu'est-ce qui est négatif pour cette biodiversité? Évidemment, la réduction de la surface du territoire, voire la suppression avec l'urbanisation, les pollutions, pluies acides, pollution des eaux, etc. Mais également les introductions d'espèces, voire suppression d'espèces. Donc voilà pour l'ensemble de ce petit bilan de ce qui est négatif et positif pour la biodiversité.